La prochaine intervention sera celle de professeur émérite Bourris. Auteur du livre intitulé Déclin et enjeux des communautés de langue anglaise du Québec, le professeur Bourris nous parlera du déclin de la vitalité démographique et éducationnelle des communautés de langue anglaise du Québec depuis la loi 101. Il peut sembler surprenant de considérer les citoyens d'expression anglaise comme une minorité, mais c'est bel et bien le cas au Québec où la majorité de la population parle français. Durant l'étude du projet de loi 96, il a été réitéré qu'aucune minorité au Canada n'est mieux traitée et protégée que la minorité anglophone au Québec. Or, les communautés de langue anglaise ont subi plusieurs contre-coups depuis l'adoption de la loi 101. Désormais, c'est la loi 96 qui inquiète. À leurs yeux, ces nouvelles dispositions risquent de porter atteinte à la vitalité des établissements scolaires et postsecondaires anglophones qui sont, à coup de devis et de plafonnement, voués à rétrécir. Durant son intervention, professeur Bourris dépeindra brièvement le portrait démographique et institutionnel de la minorité anglophone, tout en soulignant le rôle que peut jouer la majorité pour le soutien de ces minorités au Québec. Le micro est à vous. Merci beaucoup, Adrienne Langevin, pour nous avoir invités à cette table ronde. Alors, je propose 4 thèmes. La vitalité des groupes linguistiques, 2 données de recensement parce qu'on n'a pas le temps, le déclin du système scolaire anglophone et des notes de conclusion. On commence avec l'idée de la vitalité. Alors, la vitalité ethno-linguistique sert d'outil pour analyser les facteurs socio-structurels qui affectent la force des communautés linguistiques en contact dans les sociétés multilingues comme le Québec. Plus la vitalité d'une communauté linguistique est forte, plus elle a des chances de survivre et de s'épanouir en tant que collectivité en présence des autres communautés avec lesquelles elle est en contact. 3 dimensions principales influencent la vitalité des communautés linguistiques: la force démographique, le soutien institutionnel et le statut social. Alors, voici les 3 facteurs. Les facteurs démographiques, vous voyez à gauche, les soutiens, le contrôle institutionnel et les variables de statut. Les facteurs démographiques, c'est ceux qu'on mesure avec, par exemple, le recensement. Et on a déjà tout vu cela avec le recensement de 2021. Donc, le nombre absolu des locuteurs, le taux de fertilité, la transmission intergénérationnelle, l'immigration, etc. Le soutien et le contrôle institutionnel, jusqu'à quel point est-ce que les majorités et les minorités contrôlent le monde de l'éducation au primaire, au secondaire, collégial, les services gouvernementaux, les services de santé, les services sociaux dans les langues en question, les médias, le paysage linguistique, les industries culturelles et l'économie. Pour la variable de statut, alors on a par exemple le prestige des langues coloniales au Québec qui sont l'anglais et le français. C'est le prestige dans le monde occidental, naturellement. Et aussi, on a le statut par rapport aux langues et aux politiques linguistiques comme les politiques linguistiques du Québec et du fédéral. Alors, par exemple, dans notre cas aujourd'hui, on a les communautés francophones du Québec, on a les communautés anglophones du Québec et les communautés Premières Nations avec leur langue et leur culture. Et sur chacun de ces dimensions-là, de ces facteurs-là, on peut comparer les 3 groupes linguistiques, ou enfin les groupes autochtones et les 2 langues coloniales. Et là, on peut voir le statut plus ou moins fort de vitalité, faible. Par exemple, on peut avoir une vitalité très forte au niveau démographique, mais très faible au niveau du support institutionnel et l'inverse. Toutes les permutations sont possibles. Alors là, on arrive un peu à la Charte de la langue française. En 1960, le français devient le dernier symbole de l'identité nationale des Canadiens français
après le déclin de la religion et de la race. Le français devient l'unique socle identitaire des Québécois. Et donc, on a la promulgation de la loi 101 qui, pour promouvoir le français par rapport à l'anglais. Et là, aujourd'hui, je parle simplement de la scolarisation obligatoire en français des immigrants et de la majorité francophone. Seuls les ayants droit anglophones ont accès à l'école primaire et secondaire, comme on l'a vu depuis bien des années, depuis 40 ans. Alors là, je vais vous donner deux chiffres sur la démo linguistique du Québec. Alors, vous voyez ici en haut, à l'époque, en 1971, avant la loi 101 en 77, on avait 80,7 de la population du Québec qui avait le français comme langue maternelle. Maintenant, en 2016, alors je compare sur 45 ans ici. Je n'ai pas les chiffres de 2021, puis là, on serait rendu à 50 ans. Donc, on compare pour voir où nous sommes, parce qu'il faut comparer le passé avec le présent pour comprendre où nous en sommes. Et donc, on voit que pour les francophones, c'était 80,7 de la population francophone qui était donc de langue maternelle française. Et rendu en 2016, c'est à 77 de la population. On pourrait dire, oh, il y a un déclin. Mais en fait, quand on regarde le nombre absolu, on passe de 4,8 millions de francophones langue maternelle en 1971 à 6,2 millions en 2016. Donc, on a peut-être une petite chute au niveau proportion, mais on a une augmentation au niveau des chiffres absolus. Maintenant, on regarde les allophones. Les allophones sont ceux qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle. Alors, en 1971, on avait 6,3 de la population du Québec qui étaient des allophones. Donc, ils pouvaient parler l'espagnol, l'arabe, etc. Rendu en 2016, on est rendu à 13,5 de la population du Québec qui sont des allophones grâce au contrôle de l'immigration par le gouvernement du Québec. Et en chiffre absolu, on passe de 390 000 allophones en 1971 à plus de 1 million d'allophones en 2016. Donc, la chute qu'on voit chez les francophones à 77 en 2016, c'est tout simplement qu'il y a plus d'allophones dans la province du Québec qui occupent une plus grande proportion de la population, tout simplement. Maintenant, on regarde la communauté anglophone, les communautés anglophones. En 1971, ils constituaient 13 de la population du Québec et maintenant, en 2016, on tombe à 8 Et en nombre absolu, on chute de 788 000 à seulement 600 000. Quand on regarde ce portrait-là sur 45 ans, c'est quoi la langue dominante au Québec? C'est quoi la langue de ceux la plus commune au Québec? C'est le français, suivi des langues allophones aujourd'hui et finalement les anglophones. La capacité de parler le français suffisamment bien pour tenir une conversation. On passe de 88,5 de la population du Québec peut s'exprimer en français en 71 et maintenant, en 2016, 95 Donc, en aménagement linguistique, ça, c'est le ciel sur terre pour ceux qui travaillent en aménagement linguistique. Et oui, il reste quelques anglophones. Il y avait 10 d'anglophones unilingues en 71 et on est rendu à 4,6. Maintenant, on regarde le système scolaire francophone et anglophone et on se souvient que les ayants droit anglophones qui peuvent aller aux écoles anglaises, selon la loi 101, on peut s'inscrire dans une école anglophone uniquement si un des parents avait été inscrit dans une école anglophone au Québec ou au Canada pour la majeure partie de son éducation. Alors là, on va regarder le système scolaire francophone et anglophone en comparaison, encore une fois, sur 45 ans.
C'est comme ça qu'on évalue l'aménagement linguistique. Alors, chez les francophones, en 1971, on avait 1,3 million d'élèves dans le système scolaire francophone au Québec. Rendu en 2018, nous sommes tombés à 943 000. On prend comme barème, on pourrait dire, l'idée que la base, non, on va prendre notre base de 1971 à 1,3 million comme étant notre 100 %. Là, on va regarder qu'on peut voir que si ça, c'est notre 100 % en 71, en 2018, on est rendu à 68 % de nos effectifs qui existaient en 1971 sur le nombre absolu d'élèves dans le système francophone. Maintenant, regardons le système scolaire anglophone. En 1971, il y avait 256 000 élèves dans le système scolaire anglophone au Québec. Rendu en 2018, il en reste seulement 96 000. Si on utilise le chiffre de 256 000 comme étant notre barème de 100 %, on est rendu seulement à 37 % des effectifs du système scolaire anglophone au Québec. C'est la chute la plus importante d'un système scolaire anglophone au Canada, peut-être même en Amérique. Pourquoi le déclin? Eh bien, dans les deux réseaux, c'est la chute de la natalité des francophones et des anglophones et une faible immigration internationale. Maintenant, pour le déclin du système anglophone, on a les lois 22, 101, 104, 115 qui ont réduit l'accès aux écoles anglophones au profit des écoles francophones. Et donc, on a aussi une perte nette des anglophones de 349 000 anglophones qui ont émigré dans le reste du Canada durant cette période. Maintenant, à l'intérieur du système anglais scolaire, en 1971, 90 % de tous les anglophones élèves étaient dans le système scolaire anglophone. Rendu en 2018, c'est tombé à 73 %. Les allophones, la loi 101 a dit vous n'avez plus le droit d'aller aux écoles anglaises et c'est ça qui est arrivé. Vous voyez que pour les allophones, il y avait 85 % de tous les anglophones du Québec, élèves, étaient dans le système scolaire anglophone. 45 ans plus tard, il en reste seulement 13 %. Et en nombre absolu, on tombe de 56 000 à 12 000. Où sont partis les allophones? Bien, ils sont partis dans le système scolaire francophone. Il y en avait seulement 14 % des allophones qui étaient dans le système scolaire francophone en 1971. Ils sont rendus maintenant à 91 % dans le système scolaire francophone. Chez les francophones, c'est très stable. 97 % de tous les élèves francophones sont dans le système français en 1971 et toujours le cas en 2018. Maintenant, on a aussi des anglophones qui sont dans le système francophone. Il y en avait 9,5 % de tous les anglophones élèves au Québec étaient dans le système scolaire francophone en 1971. Maintenant, il y en a 26 %. Alors là, on peut voir qu'il y a eu vraiment une chute du système scolaire anglophone par rapport au système scolaire francophone. Alors, je vais finir avec, puisqu'on n'a plus le temps, des notes de conclusion par rapport à la majorité québécoise. Alors, on pourrait dire que la vitalité de la majorité québécoise francophone augmente démographiquement en nombre absolu, mais subit un léger déclin en pourcentage en 2021 à cause de sa faible natalité et l'augmentation de son immigration allophone contrôlée par le gouvernement du Québec. Sa vitalité s'améliore sur les plans du support institutionnel et du statut grâce à ses politiques linguistiques de ses différents gouvernements. La majorité québécoise francophone n'a aucun mal à adopter les lois
qui soutiennent la vitalité collective à l'Assemblée nationale. On peut même abroger tous les droits de la personne québécoise et canadienne pour adopter des lois comme la loi 96 et la loi 91. Il est temps pour les Québécois francophones de s'avouer une nation gagnante qui peut passer du statut d'une majorité fragile à celle d'une majorité dominante. Et les chiffres sur la démo linguistique le montrent et sur le support institutionnel le montrent. Une majorité dominante a aussi le devoir de prendre soin de ses minorités afin d'assurer la cohésion sociale sur son territoire. Et qui il faut prendre soin? Il faut prendre soin des Autochtones, des anglophones et des allophones pour assurer une cohésion sociale dans cette province du Canada. Merci beaucoup. Je trouve ça intéressant, puis c'est très bien d'avoir des statistiques comme celle-là. Et la façon dont vous les présentez, mon cher collègue, c'est comme de laisser entendre que le fait, par exemple, d'avoir imposé le français aux écoles primaires et secondaires, c'était peut-être quelque chose qui était injuste, comme le serait aujourd'hui d'imposer aux allophones l'obligation d'aller dans un cégep francophone. Alors, est-ce que je vous comprends bien que même ça, imposer le français pour l'école primaire et secondaire, c'était quelque chose qui n'était pas acceptable en 1977 et ne le serait pas plus aujourd'hui, et encore donc moins le fait de plutôt obliger les allophones d'aller à l'école française ou au cégep français, parce qu'il me semble que c'est un enjeu important que de dire que les gens qui choisissent le Québec, hein, qui adoptent le Québec, puissent être intégrés à la majorité francophone plutôt qu'à la minorité anglophone. Ou est-ce que c'est très, selon vous, même illégitime de penser cela? Professeur Bourris, en 2 minutes. Alors, on peut parfaitement avoir un système où les personnes peuvent devenir bilingues, comme dans le système scolaire anglophone. En fait, il y a 80% du système scolaire anglophone qui enseigne l'immersion en français. Et c'est ça qui fait que la communauté, la minorité anglophone est devenue très, très bilingue. Alors, il y a d'autres pays qui ont adopté le bilinguisme et qui maintient la dominance de la langue ancestrale historique. Donc, moi, je crois qu'on est capable d'avoir des systèmes qui sont bilingues et plurilingues sans menacer ni les peuples autochtones et ni les majorités dominantes. Alors, quand on se conçoit comme une majorité dominante, on peut laisser du lest pour permettre aux personnes d'être bilingues, trilingues dans une société en Amérique du Nord. Un commentaire sur le recensement de 2021, là, vous n'avez pas mentionné, mais regardez, c'est quand même intéressant de voir que les plus anglo-bilingues au Canada et au Québec, c'est les Québécois francophones. Et que dans la période entre les deux recensements, le bilinguisme chez les Québécois de langue maternelle anglaise a diminué. Alors, tu sais, quand on vante les mérites de systèmes qui favorisent le bilinguisme des francophones, des anglophones, je pense qu'on peut penser que même notre système d'éducation permet aux francophones d'être bilingues. Alors, chez les anglophones, quand on regarde l'aménagement linguistique sur 45 ans, chez les anglophones, en 1971, on avait 37% des anglophones qui étaient bilingues français-anglais. Rendu en 2016, on est rendu à 68,8% de la population de langue maternelle anglophone qui est maintenant bilingue français et anglais. Maintenant, chez les allophones, en 71, il y avait 33% des allophones qui étaient bilingues en français et en anglais. Rendu en 2016, c'était 51%. En fait, ces allophones-là étaient des trilingues parce qu'ils avaient leur langue d'origine et ils avaient appris le français et l'anglais, donc c'était des trilingues.
Ensuite, ils vivent parfaitement bien comme trilingues. Ensuite, on a les francophones. En 1971, 25% des Québécois francophones étaient bilingues anglais-français. Et en 2016, c'est rendu à 40% des Québécois langue maternelle français qui sont bilingues. Alors moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. En 2016, on a 68% des anglophones qui sont bilingues, soit 51% des allophones qui sont bilingues et 40% des francophones qui sont bilingues. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tout le monde peut s'exprimer dans la langue de son choix quand ils sont en relation les uns envers les autres. Alors, le bilinguisme et le trilinguisme permettent des communications très fines, très intéressantes entre ces différentes personnes-là. Alors, moi, je vois le bilinguisme, le trilinguisme comme un atout plutôt qu'une traîtrise. Merci beaucoup. La prochaine question est pour professeur Bourris. Au Québec, on privilégie la langue parlée à la maison et la langue de l'espace public et au travail pour essayer d'établir des statistiques sur la vitalité de la langue. Et selon vous, quelles sont les tendances pour les langues parlées à la maison et les langues de l'espace public dans vos recherches? Alors, concernant la langue d'usage à la maison, d'habitude, en aménagement linguistique puis en droit, on ne veut pas trop utiliser cet indicateur-là parce que c'est dans le domaine du privé, comme vous disiez, c'est la langue d'usage à la maison, les langues d'usage à la maison. Ça fait partie des choix des citoyens non régis par l'État, du moins dans les États démocratiques. Donc, ça peut être un indicateur pour les scientifiques qui veulent quand même voir ce qui se passe, mais au niveau des politiques publiques, on parle plutôt de la langue commune d'usage dans les milieux publics. Et là, ce sont les indicateurs qu'on veut suivre. Donc, la langue de travail, la langue qu'on utilise dans les administrations publiques. Et donc, là, on peut faire les suivis. Et encore une fois, un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est le temps qu'on se donne pour faire l'évaluation. Alors, si on fait seulement d'un recensement à l'autre, on va dire, il y a un déclin ou il y a ci ou il y a ça. Mais quand on prend 30 ans, 40 ans de recul pour voir l'évolution de ces indicateurs, on peut facilement voir qu'il y a eu des améliorations notables. Et c'est là que des fois, on va avoir des divergences sur l'analyse, parce que si on prend un long terme, bien, c'est plus intéressant que si on choisit le dernier recensement par rapport au précédent. Donc, je crois qu'il faut être prudent dans les interprétations des données qui vont seulement d'un cycle de recensement à l'autre. Merci beaucoup.